Salut à toutes et à tous, c'est Farouk, j'espère que vous allez bien. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cher Moldu, chers sorciers, chères sorcières. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale où je ne donnerai pas de conseils de vie personnelle, mais je donnerai plutôt un avis purement personnel sur le sujet qui nous intéresse. Mais forcément, il y aura un parallèle avec la saga Harry Potter. Vous l'avez vu dans le titre, sur cette vidéo, nous allons parler des GOAT. Alors, je ne suis pas devenu fou, ne vous inquiétez pas. Nous n'allons pas parler des chèvres qui ont la même orthographe en anglais. Le terme GOAT est une abréviation qui signifie Greatest of All Time. Traduction, les plus grands de tous les temps. Vous l'avez compris, sur cette vidéo, nous allons parler des grands noms. Que dis-je? Des légendes! Il ne sera donc pas question de chèvres sur cette vidéo, même si je suis quasiment sûr et certain que quelques-unes de vos idoles peuvent facilement entrer dans cette catégorie, sans aucun jugement, bien entendu. Ce qui m'a inspiré le thème de cette vidéo n'a aucun lien avec Harry Potter. Il s'agit tout simplement d'un événement qui s'est passé dans le basketball le 7 février 2023. LeBron James, un basketteur américain évoluant pour les Lakers de Los Angeles, bat un record vieux de 39 ans en devenant le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, la ligue de basket américaine. L'ancien détenteur de ce record n'était nul autre que l'illustre Karim Abdul-Jabbar depuis 1984. Forcément, une telle performance ne laisse personne indifférent et le basketball a beau être un sport collectif, les performances individuelles ont un impact réel sur la renommée de LeBron James, mais il n'est pas le premier joueur à s'être fait une place de choix dans le cœur des fans de sport. Étant moi-même né en 1987, j'ai eu la chance de voir évoluer plusieurs grands noms du sport. De Zinedine Zidane à Roger Federer, en passant par Shaquille O'Neal, Usain Bolt, Tom Brady et bien évidemment Michael Schumacher. Décidément, je pense toujours au fameux poulet frites du dimanche, juste en évoquant la Formule 1 de cette époque. C'était une sacrée époque. Mais qu'est-ce que ces grands noms ont en commun? Le pognon, ils l'ont. La gloire, ils l'ont. On sait direct de qui on parle juste en évoquant leur nom. Il ne manquerait plus qu'ils s'abonnent à ma chaîne pour avoir une vie parfaite. On est d'accord pour dire que même s'ils pratiquent un sport différent, ils ont excellé dans leur domaine et certains ont eu même un véritable impact sur la vie sociale puisque beaucoup de monde s'identifie à eux et pas seulement pour le côté sportif. Pourtant, il est compliqué de dire qu'ils sont les plus grands de tous les temps. Je dirais plutôt qu'ils sont les plus grands de leur temps, pour une raison très simple, ils n'ont pas évolué à une autre période. Prenons le cas par exemple de Tyson Fury, un boxeur britannique qui excelle sur les rings de boxe dans la catégorie des poids lourds. Aurait-il été aussi performant sur le ring à l'époque de Mohamed Ali? La question mérite d'être posée parce que l'époque n'est pas la même. Il y avait d'autres grands noms de la boxe à l'époque de Mohamed Ali et cela a contribué à sa popularité puisqu'il devait se coltiner Joe Frazier et George Foreman pour ne citer qu'eux. Ajoutons à cela que l'élasticité des cordes n'était pas la même qu'aujourd'hui, les gants étaient plus lourds que maintenant, le nombre de rounds de l'époque c'était 15 alors qu'aujourd'hui c'est 12. Et surtout, Ali, Frazier et Foreman ont réussi à percer dans ce milieu alors que la ségrégation était bien présente. Et même ces trois-là auraient-ils percé à l'époque de Joe Louis, un boxeur afro-américain qui était au sommet de sa carrière alors que le racisme était encore pire que celui qu'a connu Mohamed Ali sans rien minimiser. Pour Zinedine Zidane, c'est pareil. Quelle aurait été sa carrière s'il avait évolué à l'époque de Diego Maradona, une autre légende du football? Roger Federer aurait-il été un grand tennisman à l'époque de John McEnroe? La liste des exemples est encore longue et on pourrait faire une vidéo de 1 heure, mais tous ces grands noms ont eu un impact direct sur la publicité de ces différents sports. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec Harry Potter? C'est quoi cette chaîne? Je me désabonne. Non. On va se calmer, vous allez rester abonné à la chaîne et vous allez voir le parallèle avec notre saga préférée.
Dans la saga Harry Potter, de nombreux sorciers et sorcières ont réussi à se faire un nom dans le monde des sorciers, que ce soit pour leurs capacités magiques, leurs inventions, leurs exploits, etc. Et dès le premier livre de la saga, on nous permet de retracer légèrement l'histoire grâce au choco-grenouilles. Alors, comment des grenouilles en chocolat nous permettent cela? C'est très simple. Dans chaque paquet, il y a la carte d'un sorcier ou d'une sorcière célèbre, avec inscrit au dos de la carte une petite description pour montrer pourquoi cette personne est célèbre. D'ailleurs, ceci étant dit, si vous avez des choco-grenouilles, n'hésitez pas à partager. Vraiment, c'est juste pour les chocolats, hein. Pas besoin des cartes, vous pouvez les garder. Pour vous donner un exemple concret, je vais vous lire ce passage du premier livre lorsque Harry tombe sur la carte de Albus Dumbledore. Albus Dumbledore, actuel directeur du collège de Poudlard. Considéré comme beaucoup comme le plus grand sorcier des temps modernes, Dumbledore s'est notamment rendu célèbre en écrasant en 1945 le mage Grindelwald de sinistre mémoire. Il travailla en étroite collaboration avec l'alchimiste Nicolas Flamel et on lui doit la découverte des 12 propriétés du sang de dragon. Les passe-temps préférés du professeur Dumbledore sont le bowling et la musique de chambre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que en présentant ainsi ce sorcier, il y a un parti pris car seuls ses grands exploits sont racontés. On dit toujours que l'histoire est racontée par les vainqueurs et c'est vrai. Dans cet exemple, c'est exactement la même chose et l'histoire est même enjolivée lorsqu'il est écrit que Dumbledore avait écrasé Grindelwald en 1945. Parce que vous savez qui est Grindelwald? Il est considéré comme l'un des plus puissants mages noirs de tous les temps. Donc d'une certaine manière, même si Dumbledore a pas su Grindelwald, il est quand même mis sur un piédestal pour cette performance et on lui ajoute même la découverte des propriétés du sang de dragon et sa collaboration avec Nicolas Flamel. Mais vu que l'histoire est racontée par les vainqueurs de la façon dont ça les arrange, à aucun moment il n'est mentionné que Dumbledore a eu une liaison avec ce fameux Grindelwald dont il partageait au début la même idéologie de la domination des sorciers sur les Moldus. Il y a aussi une autre partie de cette description de Dumbledore que je trouve intéressante, c'est lorsqu'il est écrit qu'il est considéré comme étant le plus grand sorcier des temps modernes, et pas de tous les temps, et ça change beaucoup de choses, je trouve. Parce que cela remet totalement en question sa véritable puissance, dans le sens où il est mis sur un piédestal que sur une partie de la chronologie. Et dans la saga, même les cadres fondateurs de Poudlard sont considérés comme étant les plus grands sorciers et sorcières de l'époque. Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard. Dans les films, même le professeur McGonagall utilisera le terme de l'époque. Parce que dire de tous les temps, ce serait remettre en cause tous les exploits et les accomplissements des grands sorciers et sorcières qui eux aussi sont entrés dans l'histoire au fil du temps, comme le fameux Merlin qui était d'une grande intelligence et avait une puissance magique extraordinaire, ou encore Tom Helvig-Jésus-Sort qui deviendra par la suite Lord Voldemort et qui sèmera la terreur pendant de très longues années. Prenons maintenant l'exemple de Harry Potter. Tout d'abord, posons-nous la question pourquoi il est un grand sorcier. Je suis sûr que vous avez de bons arguments. Je vous écoute. Il est bien entouré. Ensuite, il sait produire un patronus corporel depuis l'âge de 13 ans. Il est bon en duel. Il vole très bien sur un balai. Il n'a jamais choisi
la facilité. Ok, c'est bon, je prends note. Ah oui, en fait, on est vraiment sur des arguments de Gryffondor. Mais ok, pas de soucis, je prends note. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi Harry Potter n'est pas le plus grand sorcier de tous les temps. Tout d'abord, Harry a un point faible qui lui a rapidement fait défaut, c'est qu'il a toujours tendance à foncer tête baissée. Lorsque l'on mène une bataille, ça peut avoir des conséquences terribles. Il prend rarement du recul et n'a pas une vision assez large sur tous les événements qui l'entourent. Un deuxième point faible qui lui a rapidement fait défaut, c'est que concrètement, Harry est une véritable quiche en occlumencie. Pour rappel, l'occlumencie est une discipline qui consiste à fermer son esprit contre les tentatives de pénétration. Et cette faiblesse en occlumencie a été fatale, car dans le 5e opus de la saga, cela a conduit à la perte de son parrain Sirius Black. Un autre point faible, c'est sa faible connaissance du monde magique, car très souvent, il a été dépendant des connaissances de Ron et de Hermione. Il est également nul en potions, qui est quand même une discipline importante en sorcellerie, et même si c'est un excellent duelliste, il a quand même une faiblesse qui pour moi est la pire de toutes, c'est qu'il n'a pas vraiment plusieurs cordes à son arc, puisque la plupart du temps, il n'utilise que 2 sortilèges. Le sortilège de stupéfiction, qui permet d'endormir son adversaire et le mettre dans un état de léthargie, et le sortilège de désarmement, à un tel point qu'il en est devenu prévisible. Et dans le livre, lors de la bataille des 7 Potters, cela a conduit à la catastrophe, alors que le plan était quand même parfait. Parce qu'il lance toujours les mêmes sortilèges, les Mange-Morts ont rapidement repéré qui était le vrai Harry, et c'est quand même grave. Et si on reste sur sa maîtrise des sortilèges pendant les duels, il arrive même qu'ils deviennent dangereux pour les autres, puisque lorsqu'il a lancé le sortilège Sectum Sempra sur Drago Malfoy alors qu'il ne connaissait pas l'effet de ce sortilège, il a manqué de peu de le tuer. Je trouve que ça fait quand même beaucoup pour un grand sorcier. Même s'il est capable des plus grands exploits, il est également capable des pires. Et ce, malgré sa détermination, sa puissance, son courage, sa bravoure, tout ce qui fait de lui que c'est un bon Gryffondor. Mais mesurer l'impact d'une personne, c'est pas seulement pointer ses forces, c'est aussi distinguer ses faiblesses, parce que nous en avons tous. En tout début de vidéo, je vous ai cité de nombreux exemples dans le monde du sport, mais cela peut s'appliquer à d'autres domaines. Qui était le meilleur James Bond? Ou même dans l'histoire des rois de France, on peut se demander qui était le meilleur entre Louis XIV et Charlemagne. Le message que je veux faire passer, c'est que même si ces grands noms ont réussi à écrire l'histoire, il y a toujours des personnes qui vont arriver et réussir à franchir les limites de ce que nous penserons possible. Bien sûr, on pourra toujours débattre pendant des heures sur ces personnages célèbres, mais je pense sincèrement qu'au final, il n'y a pas de GOAT ultime, il n'y a que des grands noms qui ont fait l'histoire. On peut toujours se demander qui est meilleur que l'autre, mais je pense sincèrement qu'il y a des questions qui méritent de ne pas avoir de réponse. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, explosez-moi ce bouton like. N'hésitez pas à me bombarder dans les commentaires, je veux un max de commentaires sur cette vidéo. Abonnez-vous également à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez tous soin de vous, sinon je me fâche. Allez, ciao!